Bonjour à tous, merci de nous retrouver ce matin pour la suite de notre émission consacrée aux deux vérités. Nous avions vu la semaine dernière que cette double notion du bouddhisme tibétain est fondamentale pour comprendre les choses et les phénomènes et par-delà donner la possibilité de se libérer du cycle des souffrances et d'accéder à l'éveil. Nous avons tous un mode de fonctionnement ordinaire et une nature absolue. C'est pour cela que nous pouvons progresser. Aujourd'hui, nous prendrons des exemples concrets du simple objet du quotidien dont les changements de perception le rendent différent, jusqu'aux notions d'interdépendance et de vacuité. Nous avons le grand plaisir de retrouver Marie-Stella Bousmar. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes nonne de la tradition Gelugpa. Vous êtes docteur en tibétain, diplômée en japonais aussi. Depuis plus de 30 ans, vous suivez et vous êtes l'interprète de Dagpo Rinpoche, un des premiers moines tibétains à être arrivé en France. Depuis, vous avez aussi été présidente de l'Union bouddhiste de France. Merci d'être avec nous à nouveau sur ce plateau. Alors, est-ce que nous pouvons rappeler ce que sont les deux vérités pour commencer ? Alors, première chose, je ne parle pas que pour le bouddhisme tibétain, ce sont des notions qui sont connues dans le bouddhisme en général. Et quand on parle des deux vérités, en fait, c'est pour décrire ou pour analyser tous les phénomènes qui existent. C'est-à-dire, cela exclut automatiquement ce qui n'existe pas. En revanche, dès lors que quelque chose existe, il va pouvoir être classifié soit en tant que vérité conventionnelle, soit en tant que vérité ultime, sachant quand même que tout objet, quel qu'il soit, en réalité, va présenter les deux facettes. Donc, en fait, ce ne sont pas les phénomènes eux-mêmes qu'on va cataloguer, mais plutôt leur mode d'existence. Donc, la vérité conventionnelle, la vérité ultime, qu'est-ce qu'elles ne sont pas ? C'est-à-dire que ce qui n'existe pas, c'est par exemple une table qui serait absolue au sens qu'elle se serait établie de par elle-même en toute indépendance. Ça n'existe pas. En revanche, une table relative qui a été fabriquée, qui est constituée avec des matériaux, qui a une fonction, ça existe. Ça existe sur le plan conventionnel, en ce sens qu'il faut que nous nous accordions pour donner à cet objet-là le nom de table, également nous entendre sur l'utilisation. Donc nous disons que c'est une table, pourquoi pas. Et également, du point de vue ultime, cette fois-ci, eh bien, par rapport à la table, il y a également cette dimension ultime, le vide d'existence propre. C'est peut-être un peu compliqué. C'est compliqué à comprendre. Mais justement, à quoi ça sert, et aujourd'hui en particulier, de comprendre ces deux vérités, cette double notion ? À quoi ça sert ? Eh bien, ça nous permettrait, si nous comprenions mieux ces deux niveaux de réalité ou de vérité des choses, eh bien d'aller mieux. Et peut-être même de pouvoir obtenir la libération. En fait, arriver à comprendre l'aspect conventionnel des choses, ça revient également à comprendre comment les choses existent en dépendance. Et donc, si nous arrivons à voir comment les choses existent en dépendance, ça va nous rapprocher de la compréhension de l'aspect ultime des choses, c'est-à-dire l'absence de réalité propre, ce qui nous ouvrira les portes de la libération et de l'éveil complet, mais inversement, si la vérité conventionnelle nous aide à comprendre l'aspect ultime va nous permettre de mieux comprendre l'aspect conventionnel, notamment la causalité. Il y a un aller-retour entre les deux réalités, parce que vous utilisez, peut-être à bon escient, les deux termes, à la fois réalité ou vérité ? Oui, parce que là, c'est vraiment une question de traduction. Nous n'avons pas de terme parfait actuellement, faute d'y avoir mis une définition. Donc, on joue un petit peu avec les deux pour essayer d'avoir un champ sémantique plus large. Mais je crois que c'est peut-être mieux de partir d'un exemple. Voilà, on va partir d'un exemple très concret. Oui. Alors, je vous propose une histoire d'eau. Alors, je vous rassure tout de suite, O-E-A-U. Voilà. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et donc, on dit toujours que l'eau, c'est la vie. Mais dans la réalité des choses, manifestement, on ne s'en rend pas compte. Il suffit de voir nos comportements de pollueurs, où nous allons faire n'importe quoi avec l'océan, où nous le prenons vraiment comme égout. Or, l'eau, c'est véritablement la vie. Si nous arrivions à comprendre ce que ça veut dire, c'est-à-dire si nous arrivions mieux à comprendre cet aspect conventionnel de l'eau. Le problème actuellement, c'est que du fait de notre ignorance,
nous avons l'impression que l'eau, ça va de soi. Et si ça va de soi, ça existe en soi, d'une certaine manière. Si ça existe en soi, il y aura toujours de l'eau. Mais non, mais non. Et si nous arrivions à comprendre que pour qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait des causes et des conditions, et que ces causes et ces conditions, actuellement, nous les modifions avec nos comportements, et que nous risquons de mettre une fin à nos sources d'approvisionnement, ça veut dire également une fin à nos sources de vie. Et donc c'est de ce point de vue-là qu'une meilleure compréhension, un plus grand approfondissement de l'aspect conventionnel des choses et de leur interdépendance, ça nous amènerait normalement à des comportements éthiques, en tout cas un peu plus écologiques, entre autres. Parce que voilà, on pourrait prendre d'autres exemples, hein, c'est un petit peu le but de cette émission, pour bien qu'on comprenne cet enjeu qui est fondamental. Un exemple historique. Il est dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Blaise Pascal, dont vous avez vaguement entendu parler, n'est-ce pas, que si le nez de Cléopâtre avait été un peu moins long, la face du monde aurait peut-être été changée. Petite cause, grands effets. Et ça, souvent, ça nous échappe. Alors que si on voit que les choses sont interdépendantes, on s'apercevra que ce que l'on fait, ça peut sembler insignifiant, mais ça n'est pas du tout insignifiant. Et c'est le fameux exemple également de l'aile du papillon. L'aile du papillon, il ne va pas provoquer la tornade, mais il peut déclencher la tornade. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, ça a quand même un poids et ça peut transformer le monde. Et donc c'est vrai pour le mauvais, mais c'est vrai également pour le bon. Donc c'est également très encourageant à essayer justement d'adopter des comportements qui peuvent sembler minimes, mais qui peuvent avoir des effets faramineux et vitaux. Ce que vous êtes en train de nous dire, Marie-Stella Bousmar, c'est que si on comprend la vérité conventionnelle de tout ce qui nous entoure, y compris de nos propres agissements, on peut trouver en eux la part d'absolu qui permet de les magnifier. C'est surtout que si nous arrivons à comprendre l'aspect conventionnel, ça permet de comprendre mieux les jeux de cause à effet. Donc ça nous permet également de voir pourquoi parfois nous avons des problèmes. C'est parce que nous avons commis peut-être des erreurs de jugement, etc. Donc si nous le comprenons, nous allons pouvoir rectifier. Si nous voyons également que telle cause peut donner des bons résultats, ça va nous permettre de délibérément établir ces causes-là. Et c'est bien pour cela qu'il est dit également que mieux comprendre la vérité conventionnelle, ça ne suffira pas peut-être pour obtenir la libération. Là, il faudrait comprendre l'aspect ultime des choses également. Mais une meilleure compréhension de cela, ça nous amène à plus d'éthique. Et comme disait Nagarjuna, au IIe siècle, il me semble, le bonheur, en fait, procède de l'éthique. L'éthique est la cause même du bonheur. Donc c'est quand même très important. Est-ce qu'on pourrait prendre un autre exemple, Marie-Stella Bousmar, par exemple, comprendre la vérité conventionnelle d'un phénomène? Ça pourrait être la lumière qui actuellement éclaire ce plateau. Imaginons qu'il y a une panne de secteur. Nous n'allons pas pouvoir poursuivre l'enregistrement. Ce qui prouve bien que cette lumière n'est pas indépendante et que notre activité présente n'est pas non plus indépendante et absolue, en ce sens que ça dépend d'énormément de facteurs. Si nous ne sommes que toutes les deux, il n'y aura personne pour le micro, personne pour l'image, etc. Nous allons pouvoir dialoguer, ça n'ira pas plus loin. Et donc, c'est de ce point de vue-là que la vérité conventionnelle, par exemple, c'est ça qui a permis à l'homme d'aller la meilleure compréhension de certains aspects de la vérité conventionnelle, qui a permis d'aller sur la Lune, qui permet de comprendre les interactions entre les différentes forces de la nature. Ça permet de faire des choses très utiles. Ça permet aussi de faire des choses assez négatives, mais à nous d'aller plutôt vers le positif. Oui, c'est ça. Toutes les inventions, ou le plastique, etc., a toujours un double aspect. Oui, mais après, c'est une question d'utilisation. En ce qui concerne, par contre, la vérité ultime, l'intérêt de comprendre ce fait que les choses n'existent pas de par elles-mêmes, c'est cela seul qui peut nous permettre d'obtenir la libération complète du samsara. Et je tiens quand même à souligner, c'est quand même la vacuité de notre esprit qui nous donne espoir de devenir un jour Bouddha. Donc pour un bouddhiste, ça n'est quand même pas négligeable. Mais est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, parce que nous en parlions la semaine dernière en fin d'émission, justement la vérité ultime peut nous faire comprendre les notions d'interdépendance et de vacuité? Alors, on va partir de l'opposé, ça sera plus simple.
Imaginons que notre esprit soit justement absolu, pas une vérité ultime, mais absolu au sens qu'il soit autoproduit, ça voudrait dire qu'il ne pourrait pas changer. Donc si actuellement nous sommes ignorants, ça voudrait dire que nous devrions toujours demeurer ignorants. Si nous sommes pleins d'attachement, pleins d'aversion, nous devrions toujours conserver ce même comportement. Donc heureusement, l'expérience nous montre que ça n'est pas le cas. Et du fait même que notre esprit est vide de nature propre, cela entraîne qu'il est changeant, et s'il est changeant, il peut progresser. Et parce que justement, il est changeant, parce qu'il est soumis à la vacuité, parce qu'il y a cette vérité ultime de notre esprit, et bien notre esprit, nous pouvons faire le nécessaire pour le débarrasser de tous les défauts et de toutes les imperfections, pour y porter à la plénitude de toutes les qualités, et donc devenir un Bouddha. Donc, il suffit de le faire. Comment réussit-on à le faire? Eh bien, déjà, il y a des pratiques, des règles? En réfléchissant justement aux deux vérités, c'est-à-dire d'abord en essayant de mieux comprendre quel est le mode de fonctionnement sur le plan conventionnel, du fait de comprendre cette interaction, cette interdépendance, ça nous prouve que les choses n'existent pas en soi, donc ça nous permet de comprendre la vacuité, et à partir du moment où nous comprenons la vacuité qui n'est pas un absolu, la vacuité est toujours relative à quelque chose, par exemple la vacuité de notre esprit, eh bien, ça va nous permettre de comprendre que nous pouvons vraiment le faire progresser et que nous avons toute l'attitude, à condition d'utiliser les bons moyens, pour aller de l'avant et parvenir à un niveau tel que désormais, nous pourrons agir d'une manière utile et efficace pour aider les autres êtres. Donc, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Alors, dernière question, Marie-Stella Bousmar. Pourquoi la vérité ultime permet-elle d'obtenir la libération du samsara? Parce que ça n'est pas la vérité ultime elle-même, c'est la compréhension de la vérité ultime qui permet. S'il suffisait de la vérité ultime, ça voudrait dire que tout le monde devrait être d'ores et déjà libéré, puisque tous nous sommes soumis à la vacuité. Il y a toujours une vacuité qui est relative à nous-mêmes. Mais tant que ça nous échappe, nous continuons à croire à la pérennité des choses de ce monde, et du coup, ça entraîne de l'attachement, de l'aversion, de l'égoïsme. Alors que si nous voyons que les choses sont fluctuantes, sont changeantes, qu'elles sont interdépendantes, il n'y a plus aucune raison valable, si nous réfléchissons bien évidemment, pour avoir de l'attachement, pour avoir de l'aversion. Et du coup, nous pouvons vraiment progresser jusqu'à devenir Bouddha. C'est de ce point de vue-là que la compréhension des deux aspects, de ces deux facettes de tout phénomène, bon, ça c'est l'école Madhyamika Prasangika évidemment, mais ces deux facettes, ça nous ouvre vraiment des perspectives illimitées. Merci beaucoup Marie-Stella Bousmar d'avoir répondu à nos questions. Avant de nous quitter, voici quelques livres en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, Nouvelle réalité, l'âge de la responsabilité universelle par le Dalai Lama et Sophia Streelrever, édition Les Arènes. La prise de conscience de nos interdépendances doit permettre à chacun d'agir avec altruisme et compassion pour la protection de la vie sur Terre et pour éviter le pire aux générations futures. Tel est le message sans détour du Dalai Lama. L'art du bonheur dans un monde incertain par le Dalai Lama et Howard Coulter chez Robert Laffont. En observant que nos ressemblances l'emportent sur nos différences, le Dalai Lama nous incite ici à prendre en compte les liens et les aspirations fondamentales qui nous unissent, tels que l'amour et le refus de la souffrance. Et puis, rencontre avec Tenzin Palmo et commentaires sur la méditation de Tenzin Palmo et Jacques Vigne, édition Le Relier. On trouvera dans ce livre la vie et les enseignements de Tenzin Palmo, anglaise devenue nonne dans le bouddhisme tibétain il y a un demi-siècle. Un chapitre notamment est consacré aux deux vérités. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission durant un mois sur France TV. Très heureux dimanche à tous et à la semaine prochaine.